Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand est de retour à 14h sur Europe 1 pour une nouvelle saison de nos rendez-vous de l'après-midi au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis, comme je le disais à Wendy il y a un instant, très heureux de vous retrouver à la même heure avec la même formule. Il faut le souligner quand même. Je précise ça parce que d'habitude à cette date nous recevons beaucoup de courriers pour nous dire mais pourquoi est-ce que vous avez changé l'émission, etc. Eh bien cette année, votre rendez-vous restera le même. Un petit détail près, désormais c'est vous, chers auditeurs, qui allez nous suggérer les sujets que nous aborderons. Évidemment, en ce 25 août, 70e anniversaire de la libération de Paris, le thème s'imposait un peu. Nous n'en avons pas moins suivi la suggestion de Christophe de Bordeaux de retracer à cette occasion tout le parcours de la 2e DB. Pour bien commencer la saison, vous avez convié un invité prestigieux. Oui, je suis très heureux de recevoir pour la première fois Patrice Gélinet, l'homme de 2000 ans d'histoire. Son père était dans la 2e DB de Leclerc, figurez-vous. Il a connu tout ce que je vais vous raconter dans un instant. Patrice Gélinet présente aux éditions Artaud un reportage photographique de Jules Dort, on en parlera tout à l'heure, intitulé « La délivrance de Paris, 19-26 août 1944 ». Cela fait un beau préambule aux cérémonies de ce soir sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Oui, des cérémonies qui feront l'objet d'une soirée spéciale sur France 3. Les Parisiens se retrouveront à 21h. Place de grève, si j'ose dire, on ne me refera pas, que voulez-vous, pour une soirée qui promet d'être émouvante. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ah, nous n'avons pas fini de les voir aujourd'hui et demain, ces fameuses images d'une foule en liesse sur le passage des chars dans ces villes libérées, dans cette banlieue, dans cette capitale libérée. Les jeunes filles embrassant des GI, les enfants découvrant avec étonnement, ravissement, des barres de chocolat et de chewing-gum. Les gars de la 2e DB, la 2e division blindée du général Leclerc, vont être les héros de la soirée sur le parvis de l'Hôtel de Ville et ailleurs. Ce que je vous propose, c'est d'aller au-delà de ces images, d'entrer dans la scène photographiée et dans les chars eux-mêmes, d'aller revivre un peu à la hussarde, je vous le concède, cette épopée qui certes culmine un certain 25 août 1944, mais qui aura duré en tout 4 ans. De Koufra en Libye au printemps 41 jusqu'à Berchtesgaden et au nid d'aigle de Hitler au printemps 45. De l'Afrique noire jusqu'au Maghreb, puis à la Normandie, à Paris, à l'est de la France, Strasbourg, enfin à l'Allemagne, voici le grand périple de la fameuse, de la glorieuse division Leclerc. C'est une aventure extraordinaire pour ces jeunes hommes dont certains à l'époque étaient encore adolescents. Pierre Coatpéen, qui a été tireur du premier char à libérer Paris le 24 août 44, à la veille donc de l'entrée du général Leclerc, écrit dans un ouvrage qui s'appelle « En mission avec la 2e DB », je le cite, « Ils avaient 16, peut-être 20 ans ou un peu plus. Ils étaient étudiants, apprentis, ouvriers, paysans, pêcheurs, commerçants. Et oui, car ce ne sont pas des militaires de carrière. Depuis la défaite, ou en tout cas pour la plupart, ce ne sont pas des militaires de carrière. Certains le sont, certes. Mais depuis la défaite de 40, il n'y avait pas d'armée française, en tout cas ces soldats qui vont participer à la libération, ces soldats des forces françaises libres viennent d'un peu partout bien entendu. Ceux dont nous parlons se sont formés sur le tas, ils ont tout connu, la chaleur, la neige, le manque d'hygiène et de nourriture, la solitude, les tirs, la mort de leurs camarades, et ils sont commandés par cet homme dont nous avons souvent eu l'occasion ici de parler, le général Leclerc, dont on connaît la phrase favorite « Ne me dites pas que c'est impossible ». Tous sont donc au service de cette grande unité blindée avec jeep, véhicules spéciaux, camions de 9 tonnes, mitraillettes, bazookas, canons, etc. Plus de 3000 engins, 16 000 soldats, alors que, et ça j'aimerais bien vous en faire prendre conscience, au début, à l'époque de la colonne Leclerc, comme on l'appelait, il n'y avait que 100 Français libres et 300 Africains.
Le point de départ, c'est évidemment l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 à la radio de Londres. Vous savez que la veille, le maréchal Pétain a demandé l'arrêt des combats contre l'Allemagne. Un des premiers à rejoindre de Gaulle et son appel de la France libre, c'est le capitaine de Haute-Cloque, Philippe de Haute-Cloque, le futur général Leclerc. Il est né au tout début du siècle, en 1902, dans une famille d'aristocrates tout à fait traditionnelle, très catholique. Il a 38 ans donc en 40. Il a fait sa carrière surtout en Afrique, à différents postes coloniaux. Il a été promu capitaine en 34 et donc en 40, pendant la campagne de France. Il est capitaine d'état-major de la 4e division d'infanterie. Le voilà capturé par les Allemands, il s'évade d'un hôpital, il traverse la France à vélo au milieu des unités allemandes, il trouve le moyen, c'est toujours facile à dire, mais il faudrait entrer dans le détail de cette incroyable aventure, le moyen de gagner Londres. Le 6 août 1940, il reçoit du général de Gaulle le grade de commandant et un document d'identité. Désormais, il va s'appeler François Leclerc. De Gaulle lui confie une mission essentielle, obtenir des colonies françaises d'Afrique occidentale et équatoriale leur adhésion à la France libre. Alors il va commencer par le Cameroun. Il y a eu plusieurs victoires importantes. Là, la plus symbolique, c'est Douala au Sénégal en août 40. Première ville conquise par Leclerc. Et puis le Cameroun, le Tchad, le Congo se rallient à la France libre. Leclerc devient colonel, alors que donc il était capitaine un mois plus tôt. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que du point de vue de la hiérarchie militaire, le capitaine Philippe de Haute-Cloque est officiellement porté disparu à cette époque, jusqu'à ce que le régime de Vichy le repère, l'identifie en 42 sous le nom de colonel Leclerc et le condamne à mort par contumace. Les troupes de Leclerc vont prendre de l'importance. Après l'échec du débarquement de Gaulle à Dakar en septembre 40, les forces françaises libres ont trouvé refuge chez Leclerc, tous ceux qui se trouvaient dans cette partie de l'Afrique. Ils vont combattre à ses côtés. On trouve là notamment des Espagnols qui avaient combattu en 36-39 contre les franquistes et qui formeront la Nueve, la 9e compagnie qui entrera la première dans Paris le 24 août 44. Je me rappelle que nous leur avions consacré à ces hommes de la Nueve la première émission de la saison il y a 2 ans. Vous vous rappelez ça déjà, Céline? Alors, en octobre 40, victoire au Gabon de Leclerc et de ses hommes. Leclerc devient général. Il envisage de préparer une attaque contre les Italiens en Tripolitaine, en Libye si vous préférez. Ils connaissent l'importance stratégique de la région de Koufra. Et Leclerc devient commandant militaire des troupes du Tchad. On est là tout près de la Tripolitaine. C'est une expédition héroïque, il faut imaginer 1650 km à travers le désert, on est en plein hiver, il fait très froid. Jacques de Guibon dit « Le froid est insupportable, le vent que rien n'arrête souffle avec violence, toujours dans la même direction, il est sec, coupant, chargé de sable, les lèvres et les pieds se gercent. » Leclerc dispose de 100 véhicules, de 350 hommes, alors qu'en face, l'Italie a 3000 hommes, 300 camions, 200 avions de chasse et bombardiers, etc. Et bien néanmoins, le 1er mars 41, le drapeau de la France libre flotte dans l'oasis de Koufra. C'est important cette étape de Koufra, c'est la première offensive victorieuse des forces françaises libres menée depuis un territoire français. Le général Leclerc dès lors apparaît comme un héros. Un correspondant de guerre de l'époque le décrit, je cite, « souriant, les yeux alertes avec une nuance de timidité ironique, un regard qui parfois s'immobilisait brusquement sur l'interlocuteur comme un cran d'arrêt, chassant d'un coup toute trace d'enjouement et de réserve, la voix un peu rauque, dont le timbre à faible résonance traduit mal l'assurance de l'intention et des traits. Il parlait surtout de ses hommes et de ses officiers, le moins possible de ses projets, et nullement de lui-même. » Le colonel Leclerc va haranguer ses hommes à Koufra, jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg, une promesse qui entre dans l'histoire sous le nom de serment de Koufra.
Dvorak sur Europe 1 avec un extrait de la 8e symphonie. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la 2e DB, la 2e division blindée. Alors, le général Leclerc, avec ses hommes, est entré à Tripoli le 24 janvier 1943. Il fait la jonction avec la 8e armée britannique du général Montgomery, bien entendu. Ça va être la force L qui mènera victorieusement la campagne de Tunisie contre l'Allemagne et l'Italie. En août 1943, De Gaulle donne l'ordre de quitter la Libye et de se diriger vers le Maroc, donc vers un territoire français. Et pour se diriger vers le Maroc, évidemment, il va falloir traverser un autre territoire français, c'est l'Algérie, bien entendu. Là, on est à la naissance de la 2e division blindée au sens propre. Le 24 août 1943, elle prendra comme insigne la Croix de Lorraine. Alors, durant toute cette période africaine, les conditions de vie, encore une fois, sont très rudimentaires. Je cite de nouveau Pierre Coadpéen. Nous passons Sétif, Alger, Orléansville, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen en Algérie, puis Oujda, Taza, Fès, Port-Lyautey, Casablanca au Maroc. Tous les jours, pendant le voyage, nous déjeunons de boules de pain et de boîtes de sardines avec quelques oignons. Dès que le train s'arrête, on va récupérer la vapeur d'eau bouillante qui sort de la locomotive pour faire le café qu'on apprécie de boire dans notre car. En 1944, la 2e DB revient donc en France métropolitaine. Elle débarquera en Normandie, à Huta Beach, le 1er août 1944. À l'époque, on est encore dans la bataille de Normandie. La division avance déjà vers l'Est. En chemin, elle libère des villes comme Alençon, dans l'Orne, le 12 août. C'est aussi, bien entendu, à la même époque, ce que font les Américains, et à une toute autre échelle. Et du reste, pour la population, bien souvent, les membres de la 2e DB vont passer pour des Américains. C'est comme ça que les gens les perçoivent. Maintenant, l'objectif, évidemment, c'est libérer Paris. Alors, vous avez vu Paris brûle-t-il. J'en profite pour saluer au passage Dominique Lapierre. Leclerc n'a plus qu'un objectif, libérer Paris. Problème, cet objectif ne fait pas partie des plans des Américains. L'opération Overlord qui a commencé donc au début de juin 1944, cette opération qui a ouvert le front de l'Ouest, ne s'est en rien fixée pour priorité la libération de Paris. La capitale française n'est pas l'objectif immédiat du général Eisenhower qui commande en chef les forces alliées en Europe. L'idée des Américains, au contraire, c'est d'aller contourner Paris par le nord, par le sud, plutôt que de libérer la capitale, pour continuer d'avancer au plus vite vers l'Allemagne, bien entendu. Les Alliés n'ont donc pas prévu d'entrer dans Paris avant le mois de septembre au mieux. Ça, pour Leclerc, c'est évidemment inacceptable. Il s'impatiente, il n'arrive pas à obtenir l'autorisation du haut commandement américain. Le 21 août, il va décider, sans autorisation, de lancer sur Paris une compagnie d'infanterie blindée légère. Voilà ce que, dans le livre présenté par Patrice Gélinet, La délivrance de Paris, on peut lire. Leclerc écrit à De Gaulle pour le lui annoncer. Le chef du gouvernement provisoire, dont l'avion venu d'Alger a atterri le 20 août à Cherbourg, approuve Leclerc et demande à Eisenhower d'envoyer des forces à Paris. Sinon, ajoute De Gaulle, il se verrait dans l'obligation de retirer la 2e division blindée du commandement allié pour la lancer au secours de la capitale insurgée. Évidemment, tout à l'heure, avec Patrice Gélinet, nous reviendrons sur cet épisode et sur tous les aspects politiques qui se trouvent plus ou moins bien cachés derrière ce bras de fer entre les Américains, De Gaulle et Leclerc. Tout est dans le dernier mot du général de Gaulle, dans la capitale insurgée, car depuis le 18 août, Paris est en état d'insurrection. Vous allez me dire, ça n'est pas la première fois de son histoire. Le mardi 22 août, dans la soirée, Leclerc reçoit enfin le feu vert d'Eisenhower et du général Patton. Dans Paris, le chef des FFI d'Île-de-France, Henri Rol-Tanguy, fait afficher un appel pour demander aux Parisiens de s'armer, de se soulever contre les forces d'occupation. Et même si les FFI ont des moyens dérisoires, la question c'est de prendre le contrôle de la capitale avant même l'arrivée des Alliés. Il y a des considérations politiques très importantes, encore une fois, on y reviendra. Le soulèvement commence le 19 août, ça va surprendre les Allemands. Alors vous connaissez l'épisode, on en a beaucoup parlé depuis quelques années autour de la pièce et du film Diplomatie. Paris risque à l'époque d'être rayé de la carte. Hitler a donné l'ordre au général von Scholtitz, qui commande la région du Groß-Paris, de réduire en cendres la capitale. Et von Scholtitz, ne l'oublions pas, a 16 000 hommes avec lui, 18 000 chars à sa disposition, des stocks impressionnants d'explosifs. Le général Leclerc sait très bien que Paris est en danger et subit même un terrible danger. De nouveau, Pierre Coadpéen. Nous sommes
relevés par les Britanniques et nous nous installons dans un verger. Quand on est bien dans cette campagne, oh qu'on y est bien, dans la douceur et la tiédeur de la nuit, nous sommes le 23 août, tout à coup un grand brouhaha nous réveille. Aussitôt nous sommes debout car nous dormions tout habillés. Il est 5h30, j'entends les ordres transmis par l'homme de garde, puis par notre lieutenant et notre chef de char. Mise en place des chars au point initial pour 7 heures. On est le mercredi 23 août, là cette fois c'est le grand départ, sont mobilisés donc les fameux 16 000 hommes, 4 200 véhicules, 200 chars, 650 canons et 2000 mitrailleuses. Seulement, la route est semée d'embûches bien entendu. Leclerc et ses hommes doivent couvrir 210 km d'une seule traite dans la journée. C'est beaucoup pour une division blindée aussi chargée. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque il pleut beaucoup, ce qu'on a eu tendance à oublier. Il ne faut pas négliger non plus la riposte allemande, avec des tirs de mortier, des combats notamment à Longjumeau bien entendu, où le char l'Austerlitz est touché par un obus de mortier qui fait 2 morts. Un détail, certains Allemands portent des tuniques couleur sable qui les font ressembler aux soldats de l'Afrika Korps de Rommel, vous savez. En fait, ce sont des soldats incarcérés à la prison de Fresnes que le commandement allemand a libérés pour qu'ils participent à la défense de Paris contre les Alliés. Leclerc sait que sa mission est limitée. Les Américains lui ont donné le feu vert pour encercler Paris et attendre leur arrivée. Seulement, vous avez maintenant compris, j'imagine, que nous avons affaire à une tête brûlée. Quelqu'un qui n'a pas pour habitude de suivre forcément les ordres du haut commandement allié. Les Alliés lui ont donné un itinéraire, d'ailleurs il a préféré en choisir un autre. Il a bien fait, je pense. Il a traversé champs et bois. Et il a rencontré, bien entendu, plus on s'approche de Paris et plus l'accueil des populations est nourri et enthousiaste. Vous l'imaginez bien. Le 24 août, ça cette fois nous approchons de notre date importante, le 24 août, la 2e DB est aux portes de Paris. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions sur la libération de Paris, par mail sur europe1.fr, Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur cette unité militaire française créée par le général Leclerc, la 2e DB. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand continue à nous raconter la libération de Paris par la 2e DB. Alors, les troupes de Leclerc abordent déjà les défenses extérieures de Paris, mais ça ne va pas assez vite. Les Américains approchent eux aussi, bien entendu. Leclerc demande à ce moment-là à la 9e compagnie dirigée par le capitaine Dronne, la fameuse Nueve, d'entrer, de foncer sur Paris. Et le 24 août, à 9h moins le quart du soir, cette Nueve entre dans Paris. Il est 21h22 exactement quand elle arrive à l'hôtel de ville. On peut dire que, au moins symboliquement, Paris vient de mettre un terme à 4 ans d'occupation à ce moment-là. Alors, il faudrait citer beaucoup de témoignages, on va y revenir longuement tout à l'heure avec Patrice Gélinet en feuilletant ce bel album de photos de Jules Dort. Pierre Bourdan, qui était journaliste à Radio Londres, vous savez, qui a publié un carnet de retour avec la division Leclerc en 1945, écrit: une femme âgée sortit la première de sa maison, puis d'autres, puis des jeunes filles, puis des hommes qui se levaient pour aller au travail, le facteur, les employés du gaz de la ville de Paris. Les uns devinrent des groupes, les groupes une foule. Quant à nous, nous profitions de cet arrêt pour aller chercher de l'eau dans des casques. Chacun voulait être rasé pour l'entrée dans Paris. Nous nous rasions au milieu d'une rue bientôt noire de monde. On eût dit non pas des hommes faisant un bout de toilette, mais un grand lever royal. D'ailleurs, on avait vu de la joie, de l'allégresse. Ici, c'était plus encore. C'était quelque chose qui venait de plus loin, une scène de résurrection, de transfiguration, qui donnait à ces regards, à ce regard innombrable, une beauté surnaturelle. Mais ce qui est drôle, c'est que beaucoup pensent que donc tous ces soldats sont américains. Les gens leur demandent en anglais où ils habitent en Amérique, etc. Donc le vendredi 25 août au matin, tous les chars finissent par entrer dans Paris. Il y a les hommes du général Leclerc, mais aussi les Américains qui sont entrés dans la capitale. La reddition de von Choltitz aura lieu à 13h, vous savez, l'acte de reddition de la garnison allemande. Le samedi 26 août, le général de Gaulle descendra de voiture devant l'Arc de Triomphe de l'Étoile, accueilli justement par le général Leclerc, et c'est la célèbre descente des Champs-Élysées avec ce bain de foule, etc. Mais pour la 2e DB, le périple n'est pas fini, loin de là. On repart tout début septembre pour l'Est, conformément, rappelez-vous, au serment de Koufra qu'avait fait le général Leclerc. Il faut aller libérer Strasbourg. En mission avec la 2e DB, la libération de Paris au nid d'Aigle, c'est le titre de l'ouvrage de Pierre Coipéen, qui nous dit:
Nombreux sont ceux qui parmi nous ne reverront pas la capitale. Leurs tombes jalonneront la route qui mène de Strasbourg à Berchtesgaden. Et en effet, il ne faudrait pas croire que c'est terminé. Loin de là, les combats sont de plus en plus violents en vérité. Le 24 novembre 1944, ça y est, le drapeau tricolore flotte sur la cathédrale de Strasbourg. La promesse de Leclerc à Coufra est tenue. Pierre Bourdan écrit toujours dans ses carnets qu'en une semaine d'opération, la division a fait 12 000 prisonniers, détruit 250 canons, 40 chars, 1800 véhicules et mis hors de combat plus de 3000 ennemis. Philippe Leclerc, si on peut dire, écrit dans une lettre à son ami René Pleven, le futur président du Conseil, « Nos hommes ont été splendides, voilà le couronnement, maintenant nous pouvons disparaître. La tâche est remplie, je suis éreinté, mais heureux. » Leclerc et ses hommes vont aller beaucoup plus loin encore. La 2e DB à l'époque pense qu'on ne va plus faire appel à elle. Le 22 avril 1945, Leclerc a obtenu que les restes de sa division soient réincorporés à la 7e armée américaine. Mais comme la 12e division blindée américaine n'a pas pu récupérer une de ses unités de chars, eh bien, Leclerc a proposé ses services. Eh bien, on les accepte, ces services. Ça va être l'entrée en Allemagne le 26 avril 1945, après la traversée du Rhin. Le 5 mai, il se dirige vers le Nid d'Aigle et pour cela, les membres de la 2e DB vont devoir jouer littéralement les alpinistes, combattre les nazis, mais aussi jouer des coudes, disons-le, on va en parler dans un instant, avec les Américains qui sont déjà arrivés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Nid d'Aigle ? Vous savez que c'est un bâtiment qui ressemble à un chalet qui est situé dans les Alpes bavaroises à 1800 et quelques mètres d'altitude. Il a été construit en 1937 pour servir de centre de conférence au parti nazi. Il est situé à quelques kilomètres du Berghof, qui est la résidence secondaire de Hitler. Mais un autre groupe à ce moment-là va se diriger vers la résidence du Führer, donc vers le Berghof, ce bunker situé à 1800 mètres d'altitude et construit sur la cime d'un immense rocher incrusté dans la montagne. À cette date, précisons-le, Hitler est déjà mort. Il s'est suicidé quelques jours plus tôt, le 30 avril. Revoilà Coat P1. Nous rentrons dans l'hôtel vide, dit-il. Nous descendons dans la très vaste cave qui est remplie d'une grande réserve de bons vins français, blancs et rouges, champagne, toutes sortes de liqueurs et d'alcool, comme du cognac, du calvados, du kirsch, etc., ainsi que diverses denrées, beurre, fromage, biscuits, conserves. Pour la plupart, des biscuits français. Eh bien, nous nous servons, c'est l'abondance. Nous mettons la main sur la voiture utilisée par Hitler, une belle Mercedes blindée à la mécanique superbe. Sur leur route, ils auront également découvert des choses nettement moins amusantes, si je puis dire. C'est l'horreur des camps de concentration, dont celui de Dachau, et des camps d'extermination. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, bien entendu. Les hommes de la 2e DB organisent une petite fête au fameux restaurant du Nid d'Aigle. Et le 19 mai, le général Leclerc va se voir décerner des mains du général de Gaulle la Grande Croix de la Légion d'honneur, avec une citation mentionnant, c'était bien la moindre des choses, prise du Nid d'Aigle. Bonjour Patrice Gélinet. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous pour cette première émission de la saison. Ce qu'il faut dire, c'est que votre père était, lui, dans cette 2e DB. Il a connu le Nid d'Aigle, etc. Mon père était officier de marine. Alors ça peut paraître bizarre, il rejoint la 2e DB en août 1944 et il va suivre cette 2e DB jusqu'à Berchtesgaden. Et son premier commandement n'a pas été un bateau, mais une section de chars. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans la 2e DB un régiment, le RBFM, qui s'appelait le régiment blindé de fusiliers marins. Et sous les ordres de mon père, il y avait un certain quartier-maître qui s'appelait Montcorgé et qui était tout simplement Jean Gabin. Jean Gabin. Alors avec vous, dans un instant, nous revenons sur toute cette épopée et surtout sur la libération de Paris autour de ce bel album, La délivrance de Paris aux éditions Artaud. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la libération de la valse de la bande originale du film Paris brûle-t-il de Maurice Jarre. Ah oui, évidemment. Alors nous allons nous concentrer avec Patrice Gélinet dans les moments qui viennent, précisément sur cette libération de Paris dont on célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire. Il va y avoir de grandes fêtes, une grande cérémonie ce soir sur le parvis de l'Hôtel de Ville à 21h, Patrice Gélinet. D'ailleurs, on va pouvoir suivre ça. Là, je parle à l'homme du CSA, on va pouvoir suivre ça en direct sur France 3. Il y a toute une soirée spéciale organisée sur France 3 à cette occasion. La décision de Leclerc est un véritable coup de force par rapport au plan américain. Oui et non.
Parce que, bon, vous avez évoqué, Franck Ferrand, vous avez rappelé que pour les Américains, qui débarquent le 6 juin 1944, avec les Anglais, on ne dit pas assez, avec les Canadiens, très peu de Français, 150 Français sur 150 000 hommes. C'est dire à quel point on veut éviter, les Américains souhaitent éviter que les Français soient trop présents, en tout cas, pour ce début de la libération de la France. Enfin, pas tout à fait, puisque la Corse avait été libérée auparavant. On dit toujours, on oublie la Corse. On oublie la Corse. Mais pour les Américains, ça ne présente rigoureusement aucun intérêt stratégique. Vous l'avez dit, ils veulent passer au nord et au sud de Paris. Dans l'esprit d'Eisenhower, Paris tombera d'elle-même, la ville tombera d'elle-même, puisque les Allemands s'en iront. En revanche, elle présente un intérêt politique majeur pour deux catégories de résistants. La résistance extérieure et quelques résistants de l'intérieur qui suivent le général de Gaulle. Et puis la résistance communiste qui est très importante à ce moment-là. Et lorsque le 17 août, on apprend que Pierre Laval, chef du gouvernement français, quitte Paris, au fond, il y a un vide politique que souhaitent remplir les communistes en provoquant l'insurrection parisienne du 19. Et c'est cette insurrection de Paris qui va pousser ou qui va faire changer d'avis Eisenhower, qui va accepter la demande non seulement de Leclerc, mais surtout du général de Gaulle, de foncer vers Paris. C'est une lutte de vitesse, en fait. Finalement, c'est à qui va s'imposer. C'est ça. Une véritable course pour le pouvoir entre ces deux résistances. Il y en avait plusieurs de résistances, mais on peut dire que dans l'ensemble... Alors, une résistance modérée, il y a de la part du général de Gaulle, de la part aussi des résistants modérés, ils sont contre l'insurrection au début. Ils craignent que l'insurrection étant prématurée, les Américains n'ayant toujours pas décidé d'aller libérer Paris, eh bien, ils craignent que Paris subisse le sort de Varsovie. Vous l'avez, je crois, déjà évoqué dans votre émission, mais au même moment, Varsovie est une ville qui est encerclée par les Russes, que la résistance intérieure, qui n'est pas communiste, soulève à Varsovie, et les Russes laissent les Allemands écraser cette résistance intérieure non communiste sous les yeux de l'armée russe qui est à quelques kilomètres de là. Il est important que ce soit la deuxième DB, que ce soit donc cette division de Français libres qui soit entrée la première dans Paris. C'est très symbolique, évidemment. Pour le général de Gaulle, c'était essentiel. C'était un acte qu'il voulait voir poser. Oui, pour lui-même et aussi, puisque n'oubliez pas qu'à l'époque, de Gaulle est à la tête d'un gouvernement provisoire qui n'est toujours pas reconnu par les Américains, par les Alliés. Il ne sera reconnu qu'au mois d'octobre. Donc le fait d'entrer dans Paris à la tête de troupes françaises, eh bien, ce sera pour lui une consécration. Et c'est après cela que les Américains finiront par admettre que ce gouvernement provisoire existe, parce qu'ils ne le souhaitaient pas tellement au début. Vous savez, ils arrivent en France un peu comme ils sont arrivés en Italie, avec un statut, on avait prévu le statut suivant, ce qu'on appelait l'AMGOT, American Military on Occupied Territory, gouvernement militaire en territoire occupé. C'est-à-dire que les Américains voulaient remplacer toute l'administration française de Vichy par des Américains, et De Gaulle, si De Gaulle est si pressé que cela, il l'a fait déjà à Bayeux, quelques jours plus tôt, c'est qu'il veut installer sa propre administration, son propre gouvernement à Paris. À Paris, il n'y a pour l'instant membre du gouvernement que Alexandre Parodi, qui est chargé de la liaison avec la résistance intérieure, et c'est à peu près tout. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est pressé d'entrer à Paris et d'y entrer avant les Américains. C'est ce qu'on voit très bien dans le roman de Dominique Lapierre et Larry Collins, porté à l'écran dans ce film célèbre Paris brûle-t-il. Alors, quel est l'état d'esprit des Parisiens il y a 70 ans, au moment justement de cette insurrection intérieure et de cette entrée des troupes de libération ? Il a évolué. Il faut rappeler que pour les Allemands, Paris, c'était véritablement la ville la plus facile de toutes les capitales qu'ils occupent, la ville la plus facile à administrer. Paris ne s'est jamais insurgé avant le 19 août. Il y a eu ce soulèvement très important et symbolique du 11 novembre 1940 avec ces étudiants qui ont été réprimés, mais depuis, pas grand-chose. Et pour un soldat de la Wehrmacht, être affecté à Paris, c'est vraiment le repos. C'est la planque, si on peut dire. C'est la planque. N'oubliez pas que Paris également a reçu, quelques mois avant, le 28 avril 1944, a reçu assez chaleureusement le maréchal Pétain. On a des preuves filmées de ça. Oui, et c'est assez impressionnant. Mais à la veille de la libération... Que venait faire le maréchal Pétain à Paris ? Il venait simplement, rendre hommage à tous les morts
victimes des bombardements hein, alliés c'est ça, voilà. sur la région parisienne. Paris n'a pas été écrasé sous les bombes, mais quelques usines simplement, dont les usines Renault, ont été visées par les Alliés. Et c'est dire dans toute l'ambiguïté de l'état d'esprit des Parisiens lorsque les Américains et les Français, la deuxième DB surtout, arrivent. Mais c'est une ville qui souffre également de plus en plus au fur et à mesure que sa libération approche. C'est une ville qui manque de nourriture, le ravitaillement de la ville est impossible, les transports ont été ravagés par la résistance ou par les bombardements alliés. C'est une ville qui manque d'eau, c'est une ville qui manque d'électricité. Pensez qu'à la veille de la libération, les Parisiens n'avaient qu'une demi-heure d'électricité. Et on dit même d'ailleurs que les dames des maisons closes allaient s'approvisionner en cierges à l'église Saint-Roch. C'est vrai que c'était des conditions qui devenaient vraiment très difficiles et donc il y avait une attente, bien entendu. Ce qui est passionnant dans ce qui nous intéresse là aujourd'hui, et on va avoir la question ce soir au moment de cette commémoration, c'est de savoir qui finalement a libéré Paris. Alors est-ce que c'est l'insurrection elle-même? Est-ce que ce sont les FFI de Rol-Tanguy? Est-ce que c'est le général Leclerc? Et parmi les troupes du général Leclerc, qui précisément? Est-ce que ce sont les Alliés d'une façon générale et les Américains? À qui faut-il rendre grâce d'une certaine manière? Les deux ou les trois, mon général. Non, parce que c'est vrai que c'est un concours, en fait. Hein. Voilà, il y a eu d'abord cette insurrection qui a mis en difficulté les Allemands. Deux mots quand même sur le titre d'ailleurs du film de Lapierre, Paris, et du livre Paris brûle-t-il. Oui, on dit que Coltitz avait reçu l'ordre, ce qui est exact, de défendre la ville. Qu'est-ce que ça représente pour les Allemands, cette ville? C'est un lieu de passage pour toutes les troupes qui évacuent la France, en tout cas qui évacuent la Normandie. C'est très important de souligner ça. Hein, voilà. Et tout ce que veut Coltitz, qui aimait Paris, dit-on, qui ne souhaitait absolument pas détruire, ou éventuellement qui souhaitait sur ordre détruire quelques ponts, tout ce qui pouvait favoriser l'avancée des Alliés vers l'Est. Coltitz aimait la ville. Et puis surtout, n'oublions pas que Coltitz, qui était à la tête de 16 000 hommes, dont certains d'ailleurs ne lui obéissaient pas du tout, les SS qui étaient dans la capitale n'obéissaient en aucune manière. Oui, c'est le vieux conflit entre SS et Wehrmacht. Coltitz, exactement. Et puis surtout, il allait rester dans Paris. Il le savait, il resterait jusqu'au bout dans Paris. Qu'adviendrait-il de lui s'il avait fait détruire la ville? Il y avait eu l'attentat manqué contre Hitler en plus. Oui, enfin, il y avait tout ce contexte très avec lourd. Son prédécesseur qui s'appelait le général von Schutznagle, qui effectivement a été ensuite d'ailleurs exécuté par Hitler. Mais donc, je crois que l'intérêt de Coltitz n'était pas de détruire la ville, ni la volonté, ni l'intérêt des Allemands. D'ailleurs, les Allemands avaient déjà tous les services avaient quitté déjà la capitale. Les Allemands partaient déjà. Il ne restait plus que 16 000 soldats chargés de défendre la ville pour qu'elle puisse rester un lieu de passage vers l'Est pour les troupes allemandes qui étaient encore en France. Alors, la libération de Paris a été extrêmement symbolique. On a bien sûr toujours à l'oreille les fameux mots du général de Gaulle. On peut les entendre d'ailleurs peut-être, hein, cette déclaration du général de Gaulle sur le parvis de l'Hôtel de Ville. À mon avis, on va la réentendre ce soir. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La France qui se bat, la seule France, la vraie France, la France éternelle. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans la construction du mythe gaulien de l'après-guerre là? Toute la France s'est elle-même libérée. Ce discours était tout à fait improvisé. Vous savez que De Gaulle, donc, quand il est arrivé à Paris, d'abord ne s'était pas allé à l'hôtel de ville, il ne s'est rendu nulle part, ni même à l'hôtel Matignon. Il est allé au ministère de la Défense. Et on lui a dit, mais allez à l'hôtel de ville, on vous y attend. Il n'a aucune envie, au fond, d'être accueilli par une résistance intérieure dont il se méfie. Évidemment, oui. Et finalement, il y est allé à la dernière minute en improvisant cet extraordinaire discours qui est magnifique. Peut-être effectivement enjolive-t-il un peu la libération de Paris par lui-même. Cela dit, la résistance parisienne a joué un rôle quand même extrêmement important. Elle a payé très cher. Il faut rappeler quand même que les Allemands, à la fin, se déchaînaient dans les points de résistance qu'ils occupaient, se déchaînaient contre toute personne qui portait des armes. Il y a dans le livre de Jules Dorte, dont on va peut-être parler, dans le livre des photos de Jules Dorte, dont j'ai fait la présentation, il y a des photos très 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 émouvantes de
policiers, n'oublions pas que c'est les policiers, quand même, c'est paradoxal, chargés de maintenir l'ordre, qui sont les premiers à s'être insurgés, justement, contre les Allemands. On va venir à cet album dans un instant. C'est vrai qu'à cette période de l'année, tous les ans, on voit fleurir sur toutes les plaques qui sont sur les façades, sur les monuments, sur les bâtiments de Paris, on voit fleurir des petits bouquets, généralement tricolores, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pendant cette très très dure, cette période de combat de rue, il ne faut pas l'oublier, qui ont été particulièrement violents. La libération de Paris a été, on peut dire, un grand symbole politique. Est-ce que militairement, elle a eu un rôle, elle a joué un rôle dans la libération générale de l'Europe ? On peut dire pratiquement aucun. Elle a limite un peu retardé l'avance des Alliés vers l'Est. Je savais que vous diriez ça, mais je voulais me faire le petit plaisir de vous l'entendre dire aussi clairement. Dans un instant, justement, avec vous, Patrice Gélinet, nous feuilletons ce bel album de photographie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La libération de Paris est au cœur de l'histoire. Cet après-midi, vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Patrice Gélinet, historien membre du CSA, qui présente aux éditions Artaud un reportage photographique de Jules Dort intitulé La délivrance de Paris, 19-26 août 1944. Oui, donc avec cette belle préface de Patrice Gélinet. Qui était Jules Dort, l'auteur de ces photographies ? Était le photographe, en fait, de la maison d'édition Artaud à l'époque. Depuis 1939, il est resté jusqu'en 1949 et il était dans Paris au moment précisément où la capitale s'est insurgée puis libérée. Donc il a pris des photos tout à fait étonnantes. Il avait un matériel considérable. Il portait 50 kilos de matériel sur son vélo parce qu'il photographiait sur plaque. Et toutes ces photos ont été publiées dès 1945 par les éditions Artaud. Sous le titre La délivrance de Paris, titre qui a été repris dans cette réédition, à laquelle évidemment il manquait un peu le récit de cette libération, et c'est la raison pour laquelle ils sont venus me demander de le faire. Ce qui est très frappant, et vous l'avez très bien fait, ce qui est frappant, c'est de voir d'une page à l'autre le mélange de moments très joyeux, visiblement on peut même dire d'exultation, et puis de moments très dramatique, même assez effroyable à vrai dire. On a l'impression que on était complètement entre les deux sentiments dans ce Paris en cours de libération. C'est tout à fait extraordinaire ce qui se passait effectivement à ce moment-là. Pensez qu'il y a des gens, il ne pleuvait pas tout le temps en août 1944 comme vous l'avez dit, mais il y avait aussi du beau temps. Et il y avait des gens qui se baignaient et qui pêchaient dans la Seine alors qu'au-dessus d'eux se déroulaient des combats. Il y avait des scènes tout à fait extraordinaires, tout à fait cocasses. Il y avait, pour illustrer la faim dont souffraient les Parisiens, à un moment donné, on en voit d'ailleurs des photos, le Grand Palais a été en feu parce qu'il y a eu un tir malheureux. Il abritait à ce moment-là un cirque. Dans ce cirque, il y avait comme toujours des chevaux. Un cheval complètement affolé s'est mis à sortir du Grand Palais et il a été abattu par une balle perdue. Il est mort d'une balle perdue. Qu'ont fait les Parisiens ? Ils se sont rués sur le cheval pour le dépecer et en des morceaux. C'est dire à quel point les Parisiens avaient faim à l'époque. Ah oui, bien sûr. Il y a cette image assez spectaculaire d'une des colonnes de l'hôtel Crillon, place de la Concorde, qui s'est effondrée, qui est tombée en tronçons. Alors c'est mon père qui m'a raconté ça, je ne sais pas s'il y a eu confirmation. Effectivement, le 25 août, donc la 2e DB entre dans Paris, et puis elle est accueillie par les tirs de quelques soldats allemands. Et puis à un moment donné, il y a un tir qui part de l'hôtel Crillon. Et vous savez qu'on appelait autrefois, je ne sais pas si on le fait encore, les services de l'espionnage, la 5e colonne. Et dans le char, il y avait un servant qui dit « Écoutez, c'est la 5e colonne, pensant ce sont des espions allemands. » Et le servant du char a tiré sur cette colonne de l'hôtel Crillon. Il a compté 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, il a tiré, effectivement, cette colonne est tombée, on la voit. On voit qu'elle manque effectivement sur la photo en question. Il y a beaucoup de photos comme ça qui sont assez impressionnantes et auxquelles il manque parfois quelques explications. Je pense à cette femme que l'on voit avec un casque allemand sur une barricade faite de briques et de broc. Ça, c'était cette Française qui avait dû prendre le casque. Ça commence par des barricades d'ailleurs, tout ça. Oui, oui, en fait, les barricades sont venues un peu plus tard. Au début, il y a eu la prise de l'hôtel de ville, la prise surtout de la préfecture de police, qui a été le point névralgique occupé par les résistants et qui a d'ailleurs subi des tirs que les Allemands pouvaient facilement reprendre. Ça montre à quel point Coltitz n'était pas tellement décidé à faire un bain de sang dans Paris. Et puis, il y a eu une trêve qui a été souhaitée par Coltitz, qui a duré quelques heures à peine, puisque les combats ont repris très vite. Et c'est à partir du 21 que Rol Tanguy demande aux Parisiens de dresser des barricades comme au temps de
de la Commune, de toutes les révolutions, et comme toutes du temps de mai ces 68 plus tard. Mais enfin, et ces barricades étaient grande faites, tradition parisienne. étaient faites, on le voit sur ces photos aussi, avec n'importe quoi. Il y avait des baignoires, il y avait des pavés, il y avait des arbres, il y avait du matériel de cuisine. Enfin, c'était assez extraordinaire. Alors il y a bien sûr ces photos, tous ces clichés du grand défilé du 26 août sur les Champs-Élysées, cette foule en liesse, etc. Ce sont des photos dont on ne se lasse pas. Pour tout vous dire, en ouvrant l'album, je me suis dit ça on connaît par cœur, et non, on se laisse complètement gagner à l'incroyable ferveur de tous ces gens qui sont en train de sortir de plusieurs années d'enfer. C'est ça. Bon, et puis donc ces photos très dures, je pense notamment aux fusillés du parc du Luxembourg, des jardins du Luxembourg. Là, on voit ça. Les Allemands se sont montrés, pour certains d'entre eux en tout cas, notamment les SS, d'une brutalité inouïe. Tout Parisien qui était pris avec des armes sur lui était exécuté. Il y a des enfants sur lesquels qui étaient exécutés. Et notamment, effectivement, ces 8 gardiens de la paix qui ont été faits prisonniers par les Allemands, victimes de plusieurs simulacres d'exécution, parce que beaucoup de Parisiens ont été fusillés à ce moment-là, et puis que l'on a torturé ceux que l'on voit en photo au Jardin du Luxembourg, qui ont été déterrés ensuite après la libération de Paris, avaient les yeux tuméfiés, avaient la paume des mains, la peau de la main complètement arrachée, comme on pouvait le faire en dépeçant par exemple un lapin. C'était abominable, et on les a obligés à creuser leur propre tombe avant de les tuer et de les pousser dans la tombe. On voit les poteaux d'exécution ici, les Moulineaux, la salle de torture avec les empreintes de ses mains dans les murs. Vous l'avez dit, c'était à la fois des jours de liesse et des jours qui ont été vraiment abominable pour tous ceux qui sont morts au moment où la capitale de la France s'est libérée. Contraste remarquable. Ce qu'il y a dans cet album, il faut le préciser, c'est la qualité graphique, esthétique de ces photos. Elles ne sont pas seulement documentaires, elles ne sont pas seulement très intéressantes par ce qu'elles montrent, mais aussi par la façon dont elles le montrent. D'un homme qui est moins connu, par exemple, que Doisneau. Oui, voilà, bien sûr, exemple, beaucoup moins connu. Ou que Capa comme photographe de guerre, et qui pourtant a fait des photos tout à fait remarquables. Je vous dis, il a sillonné la ville avec son vélo, son appareil photo derrière lui, et il a pris toutes les photos qu'il pouvait prendre, y compris aussi ces moments extraordinaires où les soldats de Leclerc, les premiers, la fameuse Nueve, c'est cette 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, composée de 160 soldats, dont 150 Espagnols républicains. Oui. Pour eux aussi, c'était très symbolique de reprendre la capitale de la France, eux qui avaient perdu l'Espagne quand elle était devenue franquiste. Ça, c'est tout à fait extraordinaire de penser à ça. On a raconté il y a 2 ans l'incroyable épopée de ces hommes, justement, qui ont été les tout premiers à entrer dans Paris sur ordre de Leclerc. C'était l'avant-garde, en quelque sorte. Il y a une anecdote assez amusante. On dit que sur une des jeeps de ce capitaine Dron, il y avait marqué, c'est dire, vous savez, ces Espagnols étaient les anarchistes. La Nueve, justement. Et il y avait marqué « mort au con ». Alors, au moment où il envoie Dron pour prendre la capitale la veille du jour où toute la 2e DB entrait, Leclerc lui dit, écoutez, Dron, retirez ça fait pas sérieux, demain on doit rencontrer le général de Gaulle dans Paris, etc. Et puis Dron n'en a rien fait, il va rencontrer de Gaulle à la gare Montparnasse le lendemain, et de Gaulle voit mort au con, et le seul mot de Gaulle a été vaste programme. Commentaire qui s'impose. 100 photos inédites des combats de cette libération de Paris, la délivrance de Paris du 19 au 26 août 44. C'est le reportage photographique de ce photographe attitré des éditions Artaud. Ça tombe bien, c'est publié par Artaud et c'est présenté par Patrice Gélinet. Alors ça, c'était la libération de Paris, mais comme je le disais pour commencer cette émission, c'était loin pour la 2e DB d'être fini. C'est là que votre père d'ailleurs va s'embarquer dans l'aventure, si je puis dire. Oui, cette 2e DB a continué effectivement sa route jusqu'à Berchtesgaden avec des combats de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on approchait de la frontière allemande. Je sais que mon père a failli être tué, notamment dans les Vosges, mais il y a eu beaucoup de pertes, dont beaucoup d'Espagnols d'ailleurs qui continuaient effectivement à se battre jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle de Hitler. Dans ça a des été très conditions, dur. parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en août. Mais là, on est en hiver à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils vont repartir le 8 septembre. Ouais. À partir d'octobre, recommencent les combats nourris, si je puis dire. Et ce qui est terrible, c'est les combats de novembre-décembre, par un hiver 44-45 qui est particulièrement glacial, il faut dire, surtout dans les Vosges. Moi, j'avais le souvenir d'un vieux monsieur qui m'avait raconté ça, qui me disait à quel point ça avait été des combats non seulement très durs pour ce qui est des opérations armées, mais aussi très durs par les conditions que devaient subir les soldats, en fait. Extrêmement dur.
jusqu'en Allemagne. Et alors, on a toujours un peu cette impression d'une certaine concurrence entre les hommes de Leclerc et les Américains. C'est un peu à qui arrivera le premier. Et quand on entre en Allemagne, c'est encore plus clair. On peut parler là quasiment d'une concurrence. Et n'oubliez pas que s'ajoute à cette deuxième division blindée toute l'armée du général de Lattre, qui elle vient du sud après le débarquement en Provence et qui se rejoignent du 15 août 44. Voilà, exactement, et qui effectivement sont extrêmement nombreux. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une compétition quand même, parce qu'ils représentent une part assez faible, assez minoritaire de l'ensemble des forces alliées qui entrent en Allemagne. Mais leur présence à Berchtesgaden, dans ce fameux nid d'aigle, ça c'est quelque chose évidemment d'assez extraordinaire. Et d'extraordinairement symbolique. Ouais. On imagine tous ces Français qui sont expatriés pour la plupart d'entre eux depuis longtemps, qui n'ont pas revu depuis longtemps leurs différentes provinces et qui se retrouvent dans ces cuisines et dans ces caves des hauts dignitaires nazis où ne figurent quasiment que des produits du terroir français, et alors en abondance, donc on en a profité bien entendu. Je disais, mais je n'ai fait qu'effleurer la question tout à l'heure, que c'est aussi, ce sont ces soldats et ce sont ces armées qui ont libéré les camps de concentration et d'extermination, il faut le dire. Effectivement. Ça a dû être... Vous évoquiez à l'instant, Franck Ferrand, une chose, c'est ces Français qui n'avaient pas revu la France, leur famille, pendant des années. Pensez inversement que les Français, là je reviens à la libération de Paris, quand ils voient apparaître le général de Gaulle sur les Champs-Élysées, c'est un homme qu'ils n'avaient jamais vu. Ils découvrent l'homme dont ils ne connaissaient jusque-là que la voix depuis 1940. Et pour de Gaulle, c'est une consécration, c'est une importance politique capitale, cette libération de Paris pour le général de Gaulle. Et finalement, l'obligation pour les Alliés, et notamment pour les Américains, avec réticence, de reconnaître enfin cet homme dont Roosevelt se méfiait beaucoup. Il pensait que c'était sans doute un dictateur, etc., et qui finit par se résigner à reconnaître. Alors, ce soir seront donc célébrés sur le parvis de l'Hôtel de Ville, sera célébré le souvenir de cette libération du 25 août 1944, 70e anniversaire, avec à 21h un passage en revue des troupes par le président de la République, les discours dans la suite, un grand spectacle historique à 21h30, suivi d'un bal populaire, tout ça retransmis sur France Télévisions, sur France 3, dès 19h, avec une édition régionale du 19-20 sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et puis une édition spéciale du Grand Soir 3 à 22h45, présentée par Louis Laforge. Je ne sais pas si on en avait fait autant pour le 60e anniversaire. J'ai presque l'impression, Patrice Gélinet, vous allez me dire ce que vous en pensez, que plus on s'éloigne de cette période, et plus on a tendance à en célébrer le souvenir. Oh, oui, c'est vrai. Non, mais du temps où j'étais sur une chaîne concurrente... En face de vous, d'ailleurs, Franck Ferrand, c'est assez amusant parce que nous passions à la même heure, si bien que je vous ai rarement écouté, et je suppose que l'inverse est vrai. J'avais fait beaucoup d'émissions sur la libération de Paris, notamment une série qui était assez extraordinaire parce qu'ils étaient encore vivants, toute une série de 8 heures d'émissions le 25 août pour le 50e anniversaire, avec tous les témoins encore vivants et qui ont aujourd'hui disparu de cette libération. Est-ce que cette musique vous dit quelque chose, Patrice Gélinet? Elle m'émeut un petit peu. En tout cas, merci grâce à vous de retrouver un peu cette atmosphère que j'ai un peu oubliée depuis que je suis au CSA. Merci beaucoup Patrice Gélinet. Vous présentez donc La délivrance de Paris, un reportage photographique de Jules Dort aux éditions Artaud. Une centaine de photographies inédites de toute cette période de combat, de joie, de jubilation, mais aussi, on l'a vu, de recueillement et même d'effroi devant la découverte d'un certain nombre d'horreurs. Merci beaucoup. Dans un instant sur Europe 1, vous répondez, Franck Ferrand, à la question d'Amandine sur l'origine de l'anglais comme langue officielle en Angleterre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Amandine. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir quand et de quelle façon l'anglais s'est imposé comme langue officielle en Angleterre. Alors, évidemment, posée comme ça, la question peut paraître un peu surprenante. Oui. J'en suis bien conscient. Depuis quand est-ce que les Anglais parlent anglais, après tout? Mais ce dont on parle, c'est bien la langue officielle. C'est très important. Vous savez, pendant très longtemps, dans la plupart des pays d'Europe, on utilisait le latin. Alors, c'était souvent un latin fort abattardi, ce qu'on appelait un latin de cuisine, que les clercs eux-mêmes, parfois, n'arrivaient même plus à comprendre. Mais en tout cas,
on écrivait tout ce qu'il y avait d'officiel, d'un peu important en latin. Et puis petit à petit, la langue dite vulgaire, c'est-à-dire en fait la langue utilisée dans la vie quotidienne, a pris le dessus. En France, il faut attendre l'ordonnance de Villers-Cotterêts dans les années 1530 pour que le français s'impose dans les actes officiels. Eh bien, en Angleterre, et je suppose que c'est la question induite par Amandine, en Angleterre, il y avait deux langues vulgaires. Il y avait évidemment la langue héritée des Angles, vous savez, les Angles qui ont donné leur nom à l'Angleterre, cette tribu germanique qui s'était installée là au 5e, au début du 6e siècle. Et puis il y avait la langue française apportée par le conquérant normand, bien entendu, par Guillaume le Conquérant, pour ne pas le nommer. La date de la bataille d'Hastings, je vous demande pas, ça c'est 1066, ça fait partie quand même des grandes dates. Hastings, 1066, l'entrée des Normands en Angleterre, et avec eux de la langue française qui va se généraliser dans toutes les classes un peu aisées de la population. Et c'est ce qui explique qu'on ait en Angleterre cette langue un peu particulière, faite de vieilles racines germaniques, et puis d'un certain nombre de termes qui eux sont directement empruntés au français. Il y a beaucoup de mots, notamment dès qu'on parle de médecine, de sciences, de religion, mais aussi, on aurait dû s'en douter, de cuisine, beaucoup de mots ou d'art de vivre qui sont directement empruntés au français. Donc on comprend comme ça la nature de l'actuelle langue anglaise, ce mélange de racines germaniques, de mots français. Et puis arrive là-dessus la guerre de 100 ans. Alors là, évidemment, le français n'est plus tellement bien vu, vous le savez. À la mort du roi de France Charles IV en 1328, le dernier des fils de Philippe le Bel, dernier roi capétien direct, Édouard III d'Angleterre fait valoir son droit au trône. Il est lui le petit-fils de Philippe le Bel. On lui préfère cependant un François, Philippe VI de Valois pour ne pas le nommer. Ça va être le départ de cette guerre de 100 ans qui opposera français et anglais pendant 116 ans exactement. Et à ce moment-là, bien entendu, il n'est plus question de parler français en Angleterre. C'est en 1361 que sera promulgué le Statute of Pleading qui signe la fin de la prédominance du français et l'utilisation de l'anglais par les Anglais dans leur beau pays. 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 Dans leur beau pays.